Chapitre 2. Le lendemain, à Tchérin, Kshetouski descendit au pied-à-terre du duc Yarema, où il devait rester un certain temps, pour permettre à ses hommes, autant qu'à ses chevaux, de se reposer après le long voyage qui le ramenait de Crimée, et qu'il avait fallu faire par voie de terre, les crues et les courants ayant rendu le Dniepr impraticable. Il prit lui-même un peu de repos, et se rendit chez Messire Zavila, ancien commissaire de la République, excellent soldat qui, sans être de service dans la milice ou la chancellerie ducale, passait pour un des plus fidèles amis du prince. Mais Avila n'avait reçu aucune instruction spéciale de Loubny, résidence actuelle du duc Yarema. La mission de Kshetouski en Crimée avait réussi. Il s'agissait d'obtenir du Khan le châtiment de certains chefs tatars coupables d'avoir poussé leurs incursions jusque sur les domaines ducaux, situés en deçà du Dniepr. Le Khan avait acquiescé au désir du prince, et même, soucieux de gagner les bonnes grâces d'un guerrier aussi illustre, il lui envoyait un cheval, choisi parmi les plus beaux du désert, et de précieuses fourrures de zibeline. Kshetouski, fort satisfait, se proposait maintenant de prendre du bon temps à Tchérin, et de laisser ses hommes s'y refaire. Mais Avila, lui, se montrait fort alarmé de certains symptômes qu'il avait remarqués par la ville. C'était jour de marché. Ils allèrent ensemble chez Dopulo, le Valak, qui tenait une taverne et hôtellerie où les notables de la région avaient accoutumé de se réunir. Bien que l'heure fût matinale, ils trouvèrent là force gens attablés. Fermiers royaux, magistrats de Tchérin, starostes, quelques chefs cosaques et aussi de ces petits nobles qui cultivaient leur enclos ou bien cherchaient fortune dans le service des grands. Autour de massives tables en chêne, ils devisaient à voix bruyante de la fuite de Bogdan Khmelnytsky, l'événement le plus considérable du jour. Kshetouski questionnait son compagnon. Qui était donc ce phénix dont s'occupait ainsi toute la ville? Le vieux soldat expliquait. Ah, vous ne savez pas? Il s'agit du scribe de l'armée Zaporog, du propriétaire de Soubot, de mon compère, ajouta-t-il plus bas. Nous nous connaissons dès longtemps. Nous avons pris part à maintes affaires où je l'ai vu accomplir des prouesses. J'estime qu'il n'est pas, dans la République, d'homme plus expert aux choses de la guerre. Une tête de hetman, pour vous le confier à l'oreille, un homme de main puissante et d'esprit clair. Les Cosaques obéissent mieux à sa voix qu'à celle de leurs atamans. Un homme point dépourvu de bonne qualité, mais atrabilaire, inquiet, et qui serait terrible si la haine ou l'envie dominaient son âme. Pourquoi a-t-il décampé? Il se prenait aux cheveux, lui et le staroste Chaplinsky. Misère cependant que tout cela, simple querelle de nobliaux qui se verseraient réciproquement de la graisse bouillante dans le cou. On dit aussi qu'il était au mieux avec la femme du staroste. Celui-ci lui avait jadis soufflé sa maîtresse pour l'épouser. Khmelnytsky la lui a reprise. Ce qui est assez naturel, après tout, la femme étant légère. Mais ce sont là prétextes à la faveur desquels se manigancent des intrigues plus graves. Voici la situation. À Tcherkass tient garnison notre vieil ami Barabas, un colonel des Cosaques. C'est lui qui gardait la charte des privilèges octroyés et les rescrits royaux, dont on a dit qu'ils étaient pour les Cosaques un encouragement à résister aux nobles. Barabas, un brave homme, les tenait enfermés chez lui, se refusant à les publier. Eh bien, Khmelnytsky l'a invité à une fête, et tandis que le colonel buvait, le drôle, d'accord avec la colonel, soustrayait la fameuse charte, et filait. Une rébellion est à craindre sur ces confins extrêmes de la République, car, je le répète, c'est un homme terrible, et nul ne sait où il se cache, ni ce qu'il machine. Sur quoi, messire Kshetouski s'écria. Ah, le renard, il m'a joué. Il se disait colonel cosaque, au service du prince Dominique Zaslavski. Dire que je l'ai tenu cette nuit entre mes mains. Je l'ai délivré de la corde. Zavila se prit la tête. Pardieu, que racontez-vous là, messire? Est-ce possible? Cela est. Oui, il se donnait pour colonel du régiment Zaslavski, et à l'en croire, il se rendait au fort de Koudak, envoyé par le grand hetman. Cela me paraissait louche, il est vrai, car pourquoi s'y fut-il rendu par terre et non par eau? Il se faufilait en tapinois, seul dans le steppe. C'est un homme qui a toutes les ruses d'Ulysse. Et où donc l'avez-vous rencontré? Sur les rives de l'Olmenitchek. Je vois maintenant qu'il filait vers la Setch. Parbleu, il voulait éviter de passer en vue du fort. Je comprends à merveille. Intelligo. Avait-il une forte troupe avec lui? Une quarantaine d'hommes, mais qui seraient survenus trop tard pour le tirer d'affaire. Sans mes gens, les valets du staroste, son ennemi, l'eussent bel et bien étranglé. Attendez donc, messire. Il s'agit là d'un événement de premier ordre, capital dans ses conséquences peut-être. Les valets du tenancier Chaplinsky, dites-vous? Oui, c'est lui-même qui me l'a affirmé. Comment le tenancier savait-il le trouver là? Je l'ignore. Savez-vous que des lettres patentes du hetman prescrivent à tous de se saisir en tout lieu de Bogdan Khmelnytsky et de le mettre au fer?
Le lieutenant n'eut pas le loisir de répondre. Un gentilhomme faisait à grand fracas irruption dans la salle. Jetant un regard arrogant sur l'assistance, « Salut !» dit-il. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de petite taille, au violent faciès, aux yeux bombés et colériques. « Salut, messire !» réitéra-t-il, froissé de l'inattention de l'assistance. « Salut, salut !» répondirent enfin quelques voix. Le nouveau venu n'était autre que ce sieur Czaplinski, staroste de Tcherin, l'homme de confiance et le familier de monseigneur Koniecpolski, le porte-étendard de la couronne. Grand bretteur et grand plaideur, dur aux humbles, on ne l'aimait guère, mais comme il était soutenu par des influences puissantes, on le ménageait. Il s'approcha du vieux Avila, qu'il respectait comme tout un chacun, pour son courage et son autorité, salua Jean d'une légère inclinaison de la tête, et, prenant place sur le banc à leur côté, il se fit servir de l'hydromel. « Monseigneur le staroste, demanda Zavila, savez-vous ce que devient Khmelnytsky ? On l'a pendu, messire, comme je m'appelle Czaplinski. On l'a pendu. Si par hasard il n'est pas encore pendu, il le sera. Maintenant, nous voilà munis des lettres de poursuite signées du grand hetman, qu'il tombe seulement entre mes mains. » Et il ponctua ses paroles d'un coup de poing à faire chavirer les verres. « Ne renversez donc pas mon vin, dit Jean d'un ton sec. Mais Avila prévint la dispute. « Vous voulez le pendre, soit, mais où le trouver, dit-il. N'a-t-il pas derrière lui effacé toute trace? Nul ne sait où le chercher. »« Nul ne le sait, mais je le sais, moi, comme je m'appelle Czaplinski. Messire, vous connaissez Chetko, n'est-ce pas? Eh bien, Chetko le sert, mais il me sert en même temps, et sera son Judas. Chetko s'est donc abouché avec les gars de Khmel. C'est un rusé compère. Il s'est chargé de me le livrer mort ou vif. Il l'a suivi dans le steppe, sachant à l'avance où le pincer. Ah, le chien maudit !» Et de nouveau, il heurta la table du poing. « Ne renversez donc pas mon vin !» insista Jean, qui avait ressenti pour ce staroste une aversion aussi soudaine qu'inexplicable. Czaplinski s'empourpra. Ses yeux à fleur de tête s'injectèrent. Il croyait avoir trouvé l'occasion d'une bagarre, mais, à la vue des couleurs ducales sur Kshetoski, il se calma. Mieux valait respecter celui qui les portait. « Ainsi Chetko s'est chargé de vous livrer Khmel ?» reprit le vieux Avila. « Oui, Chetko lui-même, et il me le livrera, aussi vrai que je m'appelle Czaplinski. »« Eh bien, je vous dis, moi, qu'il ne vous le livrera pas du tout. Khmel s'est tiré sain et sauf de vos embûches et a fui vers la Sitch. Il faut en informer aujourd'hui même le castellan de Cracovie. Pas de plaisanterie avec Khmel. Bref, j'estime qu'il a le bras plus long, l'esprit plus avisé, une fortune plus constante que votre honneur, toujours enclin à s'exalter. Khmel est en sûreté, je vous le répète. Si vous ne voulez pas m'en croire, interrogez cet officier qui, cette nuit encore, a causé avec lui en plein steppe et l'a vu s'éloigner en parfaite santé. « Impossible, impossible !» clamait Czaplinski en s'arrachant les cheveux. Et qui plus est, continua Zavila qui n'aimait pas le staroste, l'officier ici présent l'a sauvé d'un guet-apens. Il a même expédié vos serviteurs en un monde meilleur, ce dont vous ne pourriez lui savoir gré, puisque revenant de Crimée, où le duc l'avait envoyé en mission, il ignorait que l'illustrissime hetman eût lancé des lettres de poursuite contre Khmel. Rien de plus simple que le sentiment qui l'a poussé à porter secours à un homme assailli par des gaillards qui avaient toutes les apparences de brigands. Voilà donc Khmel hors d'affaire, et s'il lui prenait fantaisie de vous surprendre avec ses aporogues dans votre starostie, j'imagine que vous ne seriez pas ravi de sa visite. Mais aussi vous l'avez traité par trop mal, messire. Les yeux exorbités, le visage cramoisi, Czaplinski se tourna vers Jean, et d'une voix que paralysait la colère. « Comment, malgré les lettres de monseigneur le hetman, messire, je vous... » Kshetoski ne se leva pas. Un coude sur la table, il considérait le tenancier avec le regard d'un lanneret pour un moineau. « Finirez-vous de vous cramponner à moi comme un chardon à la queue d'un chien ?» dit-il. « Moi, je vous ferai comparaître en jugement. Ainsi, malgré les lettres, je mettrai mes cosaques à vos trousses. » Il criait si fort que tous les buveurs s'étaient tus pour suivre la querelle. « Faites-moi le plaisir de cesser vos cris, » dit le vieillard. « Cet officier est de mes amis. Je vous traînerai en justice, vous ferai mettre au fer, » continuait le staroste en fureur. Jean était debout. Il ne tira pas son sabre, mais en leva la garde au niveau du nez de son adversaire. « Sentez donc ça, messire, » dit-il froidement. « Pardieu, tu, à moi, mes gens !» vociférait Czaplinski, en portant lui aussi la main à son glaive. Mais il n'eut pas le temps de dégainer. Le jeune officier le fit virer comme un toton, l'empoigna d'une main par la nuque, de l'autre par le fond de ses chausses, et, soulevant l'énergumène, se dirigea avec son fardeau vers la porte. « Place, mes seigneurs, disait-il. Place,
l'animal est méchant, il rue !» Et il lança dehors Czaplinski, après quoi, très calme, il se rassit sur le banc, à côté de Zavila. Il y eut un silence, puis un rire unanime éclata, qui fit trembler les vitres. « Vive les hommes à Vishniovietski !» criaient les uns. « Il a son compte, évanoui, tout sanglant !» disaient les autres, attroupés sur le seuil. « Ah, voilà que ces gens le relèvent !» À vrai dire, fit Zavila, ce limier nous courait sus à tous. Matin plutôt que limier, rectifia en s'approchant un gentilhomme ventru, l'œil droit couvert d'une taie et le front marqué d'une cicatrice large comme un écu et si profonde qu'on apercevait l'os. Oui, matin plutôt que limier. Permettez-moi, messire, poursuivit-il en s'adressant à Kshetouski, de vous présenter mes devoirs. Jean Zagłoba, connu par cette cicatrice que m'occasionna la balle d'un brigand. Oui, je me rendais en Terre Sainte pour y expier mes péchés de jeunesse. Vous brodez, messire, interrompit Zavila. Vous nous affirmiez l'autre jour que cette blessure, on vous l'avait faite en pleine Pologne, à Radom, une chope de bière dans la figure. Non, c'est bien la balle d'un bandit, sur mon honneur. L'histoire de Radom, c'est une toute autre affaire. Vous aviez peut-être fait vœu d'aller en Terre Sainte, mais vous n'y êtes jamais allé, voilà qui est sûr. Je n'y suis pas allé parce que, dès Galata, j'ai cueilli la palme du martyr. Si je